Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Eh ben, comme moi-même, comme notre invité, qui s'appelle Olivier aussi, c'est Olivier Piacentini. Alors, Olivier Piacentini, pardon, je ne suis pas corse, alors Prononcez-le comme ça, c'est parfait. je prononce mal. Parfait. Vous avez vécu votre enfance en Corse, bien sûr. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques et vous avez créé un cabinet de conseil sur l'assistance financière juridique des créateurs d'entreprises. Absolument. Mais vous êtes aussi, évidemment, auteur de livres dans la série Vers la chute de l'Empire occidental, puis Le mirage mondialiste. Et aujourd'hui, nous vous avons convié avec plaisir et bonheur pour un livre qui s'appelle La chute finale. L'Occident survivra-t-il? Alors, je vais dire en deux mots ce que je pense de votre livre qui est tout à fait passionnant. Je ne saurais trop le recommander à nos téléspectateurs. Il sera d'ailleurs sur la boutique officielle de TV Liberté dès la sortie de l'émission. Quel est son mérite? Son grand mérite, c'est, disons, que la séquence de notre descente aux enfers est parfaitement articulée. Toute la série des faits que vous recensez sont reliés les uns aux autres en termes de causalité, et avec alors une comparaison avec l'Empire romain. On sait que comparaison n'est pas toujours raison, mais quand même, la comparaison avec l'Empire romain est tout à fait passionnante. Quand vous nous dites, par exemple, que l'Empire romain décadent délaisse la plèbe, qu'il distrait avec les jeux, le football et la télé, et qu'il a recours aux esclaves étrangers, c'est l'ubérisation. C'est l'ubérisation, c'est les délocalisations. On fait appel à des étrangers qui coûtent moins cher. Ce faisant, on place dans une situation d'oisiveté les citoyens, les locaux, je dirais, et donc le peuple. Et après, il faut les distraire et puis leur donner à manger. Alors vous avez le RSA et puis les jeux vidéo, les Netflix, les Snapchat et autres. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup d'éléments vraiment de comparaison qui sont saisissants. Et quand vous lisez un livre sur la décadence de l'Empire romain, vous êtes saisi par la proximité avec ce que nous vivons actuellement. Oui, vous citez plusieurs éléments. La pandémie de peste antonine qui est survenue à l'époque, l'embourgeoisement des élites, le recours aux esclaves, la désaffection du militaire et les invasions barbares. Ben oui, parce que, alors, nous y sommes sur plusieurs points. Alors, lors de mon premier livre, qui s'appelait Vers la chute de l'Empire occidental, j'avais recensé également les mêmes points de comparaison. J'avais dit, mais ne manque plus qu'une pandémie, comme la peste antonine, pour que nous arrivions finalement aux mêmes effets. Eh ben, elle est arrivée 4 ans après. Et vous voyez, nous avons aussi des problèmes monétaires que nous retrouvons, parce que les invasions barbares, qui n'étaient pas des guerres à proprement parler, c'était une infiltration. Voilà. Comme une forme d'immigration. La première grande vague d'invasion barbare, c'était une année le Rhin qui avait gelé, parce qu'il y avait de très grands froids. La plupart des peuplades germaniques n'avaient plus de quoi se nourrir à cause du climat et des moissons et autres qui étaient catastrophiques. Réchauffement climatique, si vous voulez. Et donc, ils avaient passé le Rhin, puis ensuite, ils se sont infiltrés au sein de l'Empire romain. Et alors, vous aviez les mêmes réactions de la part des élites romaines par rapport... Certains vous disaient, ah oui, mais non, il faut quand même arrêter, il faut les mettre dehors, il faut... Et d'autres vous disaient, mais non, mais vous inquiétez pas, vous voyez, ils sont rustres, ils sont arriérés, petit à petit, ils vont s'habituer à nous, et puis on va les manipuler, on va en faire des Romains comme les autres. Vous aviez exactement les mêmes thèmes de débat à l'époque. Quand vous les lisez, vous retrouvez exactement ce que nous vivons. Et vous expliquez bien, Olivier Piacentini, qu'aujourd'hui, toute la prospérité occidentale n'est que de façade. Ah ben nous vivons sur des artifices depuis des années et des années. Alors cet artifice, en partie, nous allons le voir un peu plus tard, c'est évidemment la dette. Bien sûr. Bon. Et c'est aussi, à propos du Covid, le choc du Covid sur l'Europe occidentale a été très rude. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais votre livre, vous commencez par définir ce qu'est l'Occident. Absolument. Alors qu'il est un peu mouvant, parce qu'on se demande si c'est seulement l'Europe, si elle va jusqu'à la Russie. Si l'Occident va jusqu'en Russie, on se demande aussi s'il inclut l'Amérique. C'est une vraie question. Mais surtout, vous montrez qu'il s'agit d'une civilisation d'exception. Alors, on va pas s'étendre sur ce premier chapitre, mais je dis à nos téléspectateurs qu'il nous apprend beaucoup de choses sur les quelques clés qui font cette
incontestable supériorité de l'Europe, ce petit continent, ce petit cap de l'Asie, qui a fait sa supériorité, et vous analysez très 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 bien, et parmi les caractéristiques de l'homme occidental, vous montrez qu'il est le primat de l'individu et de la personne face aux tribus. C'est ça. Face au tribalisme, face au groupe, au holisme, c'est-à-dire le groupe. Exactement. Alors ça, en 2 mots, pouvez-vous nous en dire quelque chose? Mais l'Occident, de par sa nature, la nature de la production qu'il a produit au tout début de ses origines, c'est-à-dire le blé, la production du blé se fait souvent dans des endroits clos où il y a des propriétaires qui, je dirais, l'exploitent, et ça a développé le caractère individualiste et la création individualiste. Et l'Occident est la seule civilisation sur cette planète qui donne le primat à l'individu sur le groupe. Dans toutes les civilisations, c'est le groupe qui domine. Et c'est ce que je dis souvent. Christophe Colomb, qui un jour est parti à l'aventure, on va dire, vraiment une aventure incroyable, n'aurait pas pu le faire s'il avait été ou d'Afrique noire ou d'autres civilisations, tout simplement parce que le groupe l'aurait retenu, lui aurait expliqué qu'il allait provoquer peut-être des bouleversements, lui aurait fait peur, lui aurait provoqué beaucoup de retenue. Nous sommes une civilisation individualiste, où l'individu peut s'exprimer plus librement qu'ailleurs et exprimer sa créativité. Et ça, c'est ce qui fait que l'Occident dépasse toutes les autres civilisations du point de vue des inventions, de la création artistique, de tout ce que vous voulez. On a beau dire, qu'on comprenne bien, pour moi, la diversité des civilisations est très importante sur Terre. Je pense que c'est vraiment une des richesses de l'humanité. Une civilisation, c'est un groupe de personnes, enfin c'est un continent qui nous montre sa façon de voir la vie. Et donc, cette diversité de civilisation, c'est formidable. Mais je pense que malgré tout, en regardant un petit peu tout ce que les autres ont produit et la façon de vivre, l'Occident est quand même une civilisation qui, par certains côtés, est vraiment exceptionnelle, inégalée et probablement inégalable. Mais tout a dérapé, puisque l'Occident, vous le dites, a voulu faire de la Terre un paradis, mais il l'a transformé en un charnier à ciel ouvert. Ça, c'est votre expression, Olivier Piacentini. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que le courant rationaliste qui s'est accompagné du scientisme durant le XVIIIe et XIXe siècle et l'utilitarisme ont eu une dérive. Voilà. Ça a dérivé comme ça aurait pu ne pas dériver comme ça. Et cette dérive, c'est les régimes totalitaires, avec déjà sous la Révolution française une première ébauche de totalitarisme avec la terreur. Et puis, ça s'est transformé en communisme et en nazisme, fascisme, etc. Parce que l'individualisme, vous le dites dans le livre, c'est un mot équivoque. Parce que bien sûr, il est chargé positivement dans votre analyse, puisqu'il fait naître la science, le savoir, la connaissance et la propriété privée. Et la propriété privée. Mais qu'il se retourne ensuite en égotisme, en narcissisme. Mais c'est ça. Au XXIe siècle, au XXe siècle. Dans la deuxième partie du XXe siècle, oui, il y a une dérive vers l'égotisme narcissique. Alors, les meilleures choses peuvent avoir une dérive et se transformer en une forme d'hérésie. C'est-à-dire que c'est cet individualisme qui est propre à l'Occident. Le mot individualiste, c'était un mot connoté positivement par Locke, par Hume, par beaucoup de penseurs du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, on le connote négativement parce qu'en fait, en réalité, il a dérivé vers l'égotisme narcissique poussé par le développement de la société du spectacle et la société de consommation, qui caresse dans le sens du poil quand même les peuples d'une façon, les foules, d'une façon très démagogique, très complaisante, et c'est ce qui produit cette dérive vers l'égotisme narcissique. Mais à la base... Avec, à la fin, Olivier Piacentini, le mondialisme, cette idéologie avec ses crises à répétition depuis 1973 et l'installation d'un certain nombre d'organisations internationalistes. Oui. Alors, là, vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé de la mise en place du mondialisme. Le mondialisme se met en place commence à émerger à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en réaction au nationalisme qui aurait débouché sur le nazisme, la guerre mondiale, etc., etc. Donc, vous avez, premièrement, une idéologie, celle de la contre-culture, qui épouse complètement ce ressenti, on va dire. Vous avez des élites internationales et politiques qui, voulant œuvrer pour la paix, se lancent aussi là-dedans. Et troisièmement, vous avez des pouvoirs économiques qui ont de plus en plus intérêt à développer le commerce international, qui, elles aussi, rentrent dans ce jeu-là. Et donc, vous avez un alignement des planètes entre le monde intellectuel, le monde politique et le monde économique qui s'aligne et qui aboutit à ce mondialisme. Et le mondialisme ne cesse de se développer, et à partir des années 90, avec la chute du mur de Berlin,
il n'a plus de rivaux, il n'a plus de frontières, il n'a plus de barrières, il se déploie sans problème. Le problème de ce mondialisme, si vous voulez, c'est que il se définit à partir des années 90, dans le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, oui, comme une volonté de l'Occident, en quelque sorte, de se dissoudre dans les autres civilisations et de répandre sa prospérité et son mode de vie aux autres. C'est-à-dire que nous ne serions plus une civilisation à part, comme les autres d'ailleurs, mais nous serions la civilisation appelée à se dissoudre au niveau mondial. Et l'économie également à se dissoudre au niveau mondial, puisque Fukuyama parle de déployer la prospérité occidentale à travers le monde, et c'est le début des très grandes vagues de délocalisation qui amènent à cela. Depuis, évidemment, l'Occident perd de sa vitalité économique, et cela se traduit par des crises à répétition qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapprochées et de plus en plus aiguës. Très intéressant. La séquence des crises économiques que nous avons tous connues, si on a quelques années derrière nous, eh bien, vous montrez qu'il y a accélération des crises. Du rythme. Au 19e siècle, il y a eu des crises, oui, bien sûr. Au premier 20e siècle, il y a eu 29, qui a été fort. Mais depuis les années 73. Alors, vous accordez beaucoup d'importance au choc pétrolier, en ce sens que c'est l'éruption du tiers-monde dans le modèle européen. Absolument. Qui interfère avec le modèle, avec la politique européenne. Et puis, vous montrez qu'il y a accélération. 73, alors 87, 2000. Et vous donnez à chaque fois une explication intéressante. Par exemple, la crise du numérique. C'est très intéressant. J'aimerais que vous nous redisiez votre analyse sur Mais vous savez, mon analyse, vous savez que j'ai un tropisme économique dont on parle assez souvent. Mais pour moi, l'économie, ce n'est que la surface, si vous voulez. Et c'est la donnée chiffrée de comment vit une civilisation. Vous voyez ? Oui. Et donc, quand il y a un malaise dans la civilisation, ou un malaise dans les rapports de force de cette civilisation avec d'autres et autres, ça se traduit économiquement. Oui. Donc, en 73, choc pétrolier. Mais le choc pétrolier vient d'où ? Du fait que l'Occident ne maîtrise plus ces ex-colonies productrices de pétrole et de matières premières qui se rebellent par le biais de l'OPEP et de la hausse des prix du pétrole. Et donc, on envoie un grand coup de pied dans les jambes de l'Occident. Bon, 79, deuxième choc pétrolier, oui. C'est l'Iran donc la République islamique d'Iran, qui chasse du pouvoir un des principaux alliés du monde occidental, qui était le Shah d'Iran. Bon, nous avons la crise de 93, qui est consécutive, je dirais, à la première intervention, la première guerre du Golfe. Et en 2000, nous avons la crise du numérique. Alors, la crise du numérique, c'est quoi ? L'éclatement de la bulle numérique. Là, c'est plus externe. C'est interne. Voilà. Interne. C'est-à-dire qu'on se berce d'illusions sur de nouvelles technologies qui apparaissent et qui doivent bouleverser complètement la société et créer une nouvelle forme de richesse incroyable, comme a pu le faire l'industrie au 19e siècle. Mais c'est une utopie. Alors, bien sûr qu'Internet a apporté de nouvelles filières, bien sûr qu'elle a créé de la richesse, mais pas au point de balayer tout le reste. Or, lors de cette période des années 90, vous avez des investissements massifs du monde de la finance dans la sphère numérique, des investissements qui vont bien au-delà du réalisme économique et je dirais du cadre économique classique qui fait qu'on investit tant d'argent dans tel... Vous savez, à l'époque, il y avait les fameux les first day, les happy first day, avec les réunions entre les investisseurs et les créateurs de start-up, etc. Et les créateurs de start-up arrivaient et disaient peut-être, on a besoin d'1 million d'euros. Ah ben non, on va vous en donner 5. Bon, voilà, parce qu'on rêvait... Open bar. Voilà. On rêvait à un Occident qui allait être complètement régénéré par l'Internet, et en plus cet Internet qui est un outil justement de connexion mondiale, ce qui fait que vous avez là encore le lien entre l'économie et, je dirais, cette religion mondialiste qui s'impose. Et donc un argent fou qui a été dilapidé là-dedans, et ça s'est terminé par l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Donc vous voyez que nous avons des crises qui sont provoquées par des facteurs exogènes, problème de maîtrise de la situation. Ils sont presque tous endogènes maintenant. Endogène et exogène, enfin les deux se cumulent. C'est vrai que depuis, alors il y a eu la crise des subprimes. 2008, la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est quoi ? C'est pour pallier, je dirais, à la crise liée à l'effondrement des tours en 2001. On se lance à fond dans la promotion immobilière aux États-Unis et donc on donne des crédits à tout le monde pour qu'ils achètent des maisons. Ceux qui ne sont pas solvables. À ceux qui ne sont pas solvables. Bon, ça finit par l'éclatement
je dirais, de cette bulle avec la crise des subprimes, qui a aussi, je dirais, pour origine la spéculation folle de toute la sphère financière totalement dérégulée. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Écroulement. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est le monde de la finance qui domine. Oui. Parce que le monde de la finance est, je dirais, redressé par l'intervention des États. Oui, il y a quand même l'intervention de l'État qui le sauve. Qui les sauve. Mais ils auraient dû les sauver si les États avaient eu les moyens et la volonté de remettre de l'ordre dans tout ça. Ils auraient dû profiter de cette action pour les sauver, pour leur dire, mais maintenant, c'est nous qui avons un droit de regard, qui mettons des règles strictes. Oui. Vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Banque de dépôt, banque d'affaires, c'est séparé. Voilà. Des cadres bien précis pour spéculer. Il faut que vous ayez tant de montants de dépôt en caisse, etc., etc. Vous ne pouvez plus faire certains produits. Effet de levier. Effet de levier. Rien n'a été fait dans ce sens. Et même pire, vous avez une autre crise qui survient. En 2011 ? La crise des dettes souveraines. Or là, c'est les banques qui s'en prennent aux États. Qui s'en prennent aux États, qui sont trop endettés, et ils se sont endettés justement pour sauver les banques. Voilà. Ingratitude de la ingratitude complète. Et depuis, c'est invraisemblable, ça. Et depuis, ingratitude complète, puisque c'est des rapaces, hein, je veux dire, bon, ils sont là pour faire de l'argent, spéculer. Mais tout vient du fait qu'on ne leur a pas mis, je dirais, un cadre bien précis, et je dirais même une botte, le pied sur la tête pour leur dire maintenant, vous ne faites plus n'importe quoi. Bien. Donc, à partir de 2011, crise des dettes souveraines, c'est le monde de la finance qui prend le pouvoir sur les États, c'est clair et net, et vous avez la traduction de ça avec des lois qui sortent, comme par exemple la directive BRRD, votée, décidée par la Commission de Bruxelles et ratifiée par le Parlement. Le Parlement français l'a ratifiée en août 2017, 2 mois après l'arrivée de M. Macron. Cette directive qui autorise maintenant les banques à puiser dans les comptes de clients en cas où ces banques en faillite déclencheraient un mécanisme de sauvegarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement que les banques aujourd'hui spéculent comme elles veulent. Quand ça marche, elles encaissent. Quand ça marche pas, eh ben c'est le client qui va payer pour elle. Voilà. Et en plus, avec les États qui sont complices. Et les banques centrales, qui avec le quantitative easing permettent le rachat d'actifs aux banques. Bien sûr. Elles ont fourni les liquidités à cette sphère, et vous le voyez avec l'évolution du CAC 40 qui a complètement décroché des évolutions de l'économie réelle. Rien à voir avec l'industrie. Ni l'industrie, ni même les services, ni la production, tout court. En fait, c'est alimenté par l'argent de la BCE. Et cet argent massif qui est injecté depuis 2013, c'est-à-dire l'arrivée de M. Draghi, ex de la Goldman Sachs, à la tête de la BCE, à partir de 2013, l'Union européenne tourne le dos à l'un de ses principaux principes, qui était que la Banque centrale ne doit pas financer les États. Ben, elle le fait depuis 2013 avec M. Draghi. Violation des règles. Violation totale des règles de la communauté. Et création d'un argent fou qui est à l'origine des problèmes inflationnistes et des problèmes monétaires que nous avons maintenant. Et vous l'avez annoncé avant même qu'on s'aperçoive qu'on était entré dans une phase d'inflation. Ici, beaucoup de nos invités ont annoncé cette inflation. Bien sûr. Vous êtes de ceux qui l'annoncent dans votre livre. Alors, je ne voudrais pas, Pierre, que nos téléspectateurs pensent qu'il n'y a que cette dimension économique de votre livre. Non, c'est vrai. Il y a toute une dimension, je dirais, de réflexion de civilisation. Car vous avez déjà vite les symptômes du défaitisme qui renvoient, par exemple, à cette espèce d'étrange renonciation à nous-mêmes. Complètement. Cette espèce d'auto-dénigrement. Vous savez, un avocat de mes amis, c'était Georges-Paul Wagner, disait « le culte de l'autre suprême ». C'est ça, absolument. Absolument. Super, mais il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle « L'Occident ne s'aime plus ». Il ne s'aime plus. Mais en réalité, tout ça est parti dès le début des années 60. Oui, avec ça, c'est intéressant, oui. les mouvements de la contre-culture. Et alors, je parle d'un des épiphénomènes de ce mouvement de la contre-culture qui a disparu depuis, mais qui s'est dilué lui aussi dans la société, c'est le phénomène hippie. Mais quand vous regardez le mode de vie des hippies, vous vous rendez compte qu'en fait, quelque part, nous sommes tous devenus un petit peu des hippies parce que ça s'est dissous dans notre mode de vie. Alors peut-être pas vous, peut-être pas nous, mais quand même un petit peu, tout le monde. Vous avez par exemple dans le mode de vie hippie cet habillement, ces accoutrements qui sont empruntés à le bonnet, le bonnet péruvien, les babouches arabes, les boubous africains, etc. Les crasseux, quoi. Voilà, oui, et crasseux. Bon, enfin ça c'est autre chose. Alors ça c'est encore le djembé africain, etc. Donc les hippies en fait aimaient tout, sauf ce qui était occidental. Il y avait une quête de spiritualité, alors certains allaient le chercher dans le chamanisme, d'autres dans les religions africaines, d'autres même dans l'islam. Oui. Et d'ailleurs, Cat Stevens est devenu pratiquement un soutien d'Al-Qaïda, par exemple. Mais jamais le christianisme. Jamais le christianisme.
qui évidemment est une mauvaise religion, c'est bien connu. Bon, c'est la pire. Bon. Donc vous voyez que ce système de vie où, en fait, on considère que tout est bon, sauf nous-mêmes, était déjà en route dans les années 60, avec un mouvement hippie qui, effectivement, ne conquérait pas tout le monde, mais qui attirait une certaine sympathie de certains jeunes qui devenaient hippies pendant 3 jours, quand ils allaient à Woodstock, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais ça pénètre les esprits à travers ce que j'ai décrit... Avec le LSD... Alors, avec le LSD, bon, ben ça, tout ça, bon, là, j'étais pas là pour voir. Hein. C'est une dérive du mouvement hippie, hein. Pierre, vous n'étiez pas à Woodstock parce que vous n'étiez pas né. Oui, non, c'est vrai. Oui, mais moi j'étais juste né. On a constaté les ravages. Oui, on a constaté les ravages. En tout cas, on voit bien donc, que ces pays occidentaux se sont endettés, comme vous l'expliquez dans votre ouvrage, et vous dites que c'est les pays asiatiques qui vont profiter de l'endettement des pays occidentaux, parce que eux, pendant ce temps-là, ils ont travaillé et ils ont désendetté leurs économies. Mais complètement. Mais les pays asiatiques sont beaucoup moins endettés que nous. Alors la Chine, depuis quelques années, maintenant, commence, elle aussi, à prendre la voie de l'endettement. Mais j'avais fait une émission sur cette antenne Tête à Clash l'année dernière. Et on avait débattu du plan Biden pour redresser l'économie américaine. Et alors tout le monde était enthousiaste en France. Les gens recevaient des chèques de $8 000 dans les boîtes à lettres. Voilà. C'était plutôt le plan Trump. Non, le plan Biden. En mars-avril 2021. Parce que Trump avait dit c'était mieux aussi. Mais... C'était différent. C'était différent. Parce que Trump avait toujours distribué en baissant les impôts de production pour favoriser le redémarrage de l'industrie et des activités américaines. Biden donnait des chèques aux consommateurs. C'est-à-dire que les gens qui gagnaient moins de $80 000, je crois, je ne sais plus, recevaient un chèque de 8 000 ou 6 000 ou des chèques dans la boîte aux lettres. Mais comme je dis, c'est de l'argent qu'on fabrique, parce que ça, c'est de l'argent qui vient de nulle part. On le met dans la boîte à lettres des gens qui prennent le chèque. Comme on ne relance pas la production, cet argent va être consommé dans quoi? Mais dans des produits asiatiques. Donc en fait, vous vous endettez pour donner de l'argent aux industriels asiatiques qui déjà prennent tout en main, sont déjà richissimes et nous font une concurrence déloyale sur tous les plans. Donc c'est un système fou. Et dans cette émission-là, vous pouvez la revoir, j'avais annoncé à ce moment-là que l'inflation allait bientôt arriver aux États-Unis d'une façon terrible, comme je l'ai annoncé par exemple sur un média comme Boulevard Voltaire, où j'ai fait plusieurs articles, dès le printemps de l'année 2021 pour annoncer inflation, pénurie. Pourtant, je n'avais pas annoncé la guerre en Ukraine. Mais l'inflation et les pénuries, je les avais annoncées déjà à ce moment-là, vous voyez. Donc, et comment l'inflation, comment la Chine s'occupera-t-elle de l'Occident quand l'Occident sera bien au fond du trou? Ah ben je pense que, alors vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la crise des subprimes. La Chine est venue au secours de l'Occident au moment de la crise des subprimes. Par l'Italie et la Grèce. Oui, elle a commencé par... Et oui. On a même vu, et vous le soulignez dans le livre, c'est que la Chine a plus aidé l'Italie que l'Europe a aidé. Ah ben complètement. Ah ben complètement. Il faut quand même la Chine et la Russie. Et même Cuba, qui sont venus avec des avions et des médecins pour... Et l'Union européenne a été complètement absente de la crise. Absolument. Complètement. Mais en 2008, la Chine a aidé tous les pays occidentaux à se renflouer. Elle leur a fourni carrément les moyens justement de se réendetter, de pouvoir relancer leur économie. Sauf que, si vous voulez, à l'époque, la Chine était très dépendante elle aussi de l'Occident parce que le principal marché de consommateurs, le principal débouché à ses produits, c'était l'Occident. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le marché chinois a pris de la vigueur, parce qu'il y a une hausse quand même du niveau de vie des gens, il y a de plus en plus de Chinois qui sortent de la misère, qui ont donc les moyens de consommer. Les marchés de consommateurs occidentaux sont bien entendu toujours importants, mais moins qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans. Et donc, moi je suis convaincu que la Chine, dans le cadre d'un effondrement de notre économie, par exemple aujourd'hui, va probablement nous renflouer là encore. Mais les conditions ne seront pas les mêmes. Nous racheter, vous voulez dire? Voilà. Ouais. Nous coloniser, même, je dis. Le port du Pirée en Grèce. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont coloniser tout l'Occident. C'est-à-dire qu'en échange de leur aide, ils vont récupérer tout un tas d'infrastructures, œuvres d'art, biens immobiliers, entreprises, transfert de technologie, où là, c'est vraiment la saignée comme on n'a jamais vu. Ah oui, c'est vrai. Et puis, je crains aussi un deuxième phénomène. Je crains que, vu la dévalorisation de nos monnaies, puisque c'est aujourd'hui véritablement là où le bas blesse, je crains qu'ils ne nous disent bah, « écoutez, nous, on veut bien vous livrer toute notre camelote, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous payez en yuan. Vous payez en yuan ou en or, parce que vos monnaies, vous voyez... En or. Ouais. Oui, ou en or, enfin, tout, mais pas vos monnaies. Voilà, en tout cas. Et donc, c'est là où nous allons sentir véritablement de vraies pénuries, et des pénuries massives et terribles. Ne vous leurrez pas. Les pénuries, elles ont commencé depuis 2 ans.
parce que vous aviez déjà eu des pénuries de semi-conducteurs, vous avez eu des pénuries de masques, vous avez eu des pénuries... On a risqué la pénurie même des principes actifs du Doliprane. Mais tout ça, c'est parce que les Chinois préfèrent soit se les garder, soit les vendre à d'autres qui payent dans une monnaie qui est plus sûre que ne le sont nos monnaies actuelles. Et le phénomène va s'intensifier. Ne croyez pas que c'est la guerre en Ukraine. La moutarde, c'est la moutarde de Dijon. C'est pas la moutarde de Mariupol. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout ne vient pas d'Ukraine, sinon ce serait le pays le plus riche du monde. Ça vient de Chine. Et si la Chine ne fournit plus, ou risque de ne plus fournir, comme elle l'a fait jusqu'à présent, c'est parce qu'elle ne croit plus, ou elle commence à avoir des doutes sur nos monnaies. Et la dette n'est plus seulement une affaire d'équilibre, ou même des générations à venir. C'est véritablement, vous le dites, il y a un chapitre complet là-dessus, c'est le cancer moderne et le miroir de la faiblesse occidentale. Absolument. Mais vous avez un auteur qui avait écrit dans les années 80 un livre passionnant. Cet auteur, c'est Kennedy. Oui, Douglas Kennedy. Voilà, qui avait écrit un livre qui s'appelait Naissance et déclin des grandes puissances. Voilà. Et dans ce livre, l'auteur montre que chaque fois qu'une puissance ou une civilisation s'effondre, elle est surendettée. Et le surendettement, c'est le masque, le cache-sexe de sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on règle tous les problèmes avec la dette. C'est le cas, par exemple, de l'Ancien Régime, l'Ancien Régime français. L'Ancien Régime est en faillite en Voilà. 88. Et vous citez l'Empire romain. L'Empire romain, voilà. En faillite avant sa ruine. Le Royaume d'Espagne. Vous citez la République de Venise. Bien sûr. En faillite aussi. Et le Royaume de France. Exactement. Ça, c'est les conséquences, Olivier Piacentini, des politiques keynésiennes qu'on applique depuis une quarantaine d'années. C'est la conséquence de politiques keynésiennes qu'on applique à l'excès. Parce que Keynes n'était pas fou. On peut être pour, on peut être contre, mais c'était pas un fou. Keynes parlait d'une intervention massive de l'État en cas de grave crise. Et toujours à court terme. À court terme, sur des périodes de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans maximum. Mais là, quel est le problème de l'Occident? Nous sommes dans les déficits publics massifs, par exemple en France, depuis 40 ans. Donc depuis 40 ans, nous sommes à 3, 4 et 5% de déficit, ce qui est déjà anormal. Mais alors quand survient une crise, on fait quoi? Les déficits, c'est 10, 12%. C'est des sommes faramineuses. Et en fait, tout ça, ça cache le fait que nous sommes une société qui ne produit plus, qui ne travaille plus assez au regard du niveau de vie qu'elle prétend avoir. Tout ceci est comblé par la dette, les déficits qui se financent par la dette. Et au final, quand la crise arrive, il faut encore s'endetter plus, il faut encore fabriquer plus de fausses monnaies, et on arrive à une situation comme aujourd'hui. Et c'est pas la numérisation de l'économie qui va nous sauver, comme peut l'affirmer le prix Nobel d'économie Jean Tirole. Jean Tirole. Alors là, c'est un vrai débat, ça. C'est un vrai débat, mais écoutez... Il a une certaine compétence économique. C'est sûr. Bon. Mais il reprend les vieilles recettes qui ont marché autrefois, en disant, le progrès technique va nous sortir de nos difficultés financières. Sauf que, moi je vois une différence, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord, vous le citez. C'est que la solution que propose Tirole est une solution à un système qui fonctionnait bien à l'époque industrielle. Bien sûr. On passe du charbon à l'électricité, et ça, c'est interne et ça fonctionne bien. Tandis que là, nous sommes dans une situation d'effondrement généralisé. On ne voit pas comment le numérique va pouvoir nous tirer d'affaire. Écoutez, je suis très content que vous me parliez de ça, parce que l'année dernière, j'avais répondu à Jean Tirole dans Boulevard Voltaire. Alors on m'avait dit, mais t'es qui pour répondre à un prix Nobel? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand je vois des choses qui me paraissent étonnantes, je réagis. Il avait en fait pondu un rapport pour Macron sur la dette, parce que en fait, tout ce qu'il disait n'était pas innocent. Il voulait en quelque sorte donner sa caution à la politique de surendettement de la France et de l'Europe pour expliquer aux gens que finalement la dette c'est pas grave. Bon. Et d'autres économistes étaient sur les mêmes positions que lui, comme Patrice Artus. Tous aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. Mais comme disait Bossuet, il n'y a rien pire que de chérir les causes dont on déplore les effets. Bon. Alors, il expliquait que la dette, ce n'était rien pour 2 raisons. D'abord, les taux d'intérêt étaient négatifs à l'époque. Oui, mais comme j'ai dit dans ma réponse, ça ne va pas rester comme ça éternellement. Le jour où il remonte, 1 point de hausse des taux d'intérêt, 36 milliards pour le budget de l'État. 2 points, 72 milliards, etc. etc. Alors, budget de l'État. Non, je ne sais plus, nous allons faire une petite pause, parce que nous sommes accablés par les dettes. Mais nous allons faire une pause. Il a aussi parlé de la numérisation de l'économie qui allait nous permettre de tout rembourser. Mais alors ça fait 20 ans qu'on se numérise de plus en plus. J'ai pas l'impression que la dette recule. Voilà. On ne cesse de s'endetter. Parce qu'en réalité, tous ces nouveaux moyens technologiques
sont concentrés entre quelques mains à l'échelle mondiale et il n'y a plus de lien avec la production locale et au contraire, ça désertifie même la production locale. Alors nous allons revenir là-dessus après une petite pause. Pardon. On continue notre émission en compagnie d'Olivier Piacentini. Olivier Piacentini, est-ce que on va parler de ce qui se passe à l'Est, évidemment, raccrocher un petit peu avec l'actualité. Est-ce que avec cette guerre et cette attaque de la Russie en Ukraine, on peut dire que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, rejette le mondialisme ? Très clairement. Mais c'est-à-dire que justement, dans cette espèce de nouvel ordre mondialiste, qui est gênant, c'est les hommes d'État qui dirigent leur pays sur un mode nationaliste, sur un mode souverainiste et qui résistent à cet ordre mondial. Et en tête de tout cela figure bien sûr Vladimir Poutine, comme figure à côté, dans une moindre mesure, du fait de l'importance de leur pays et de leur positionnement, la Pologne, la Hongrie, d'autres pays comme cela. Bon, Vladimir Poutine, c'est l'ennemi de l'Occident depuis toujours. C'est l'Occident qui en a fait un ennemi. Oui. Lui-même n'était pas un ennemi de l'Occident, parce qu'au début de son long règne, il a essayé justement de faire beaucoup d'appels du pied à l'Occident pour essayer justement de créer un bloc, une espèce d'Europe qui irait de l'Atlantique à l'Oural. Le problème, c'est qu'il y a depuis toujours, et en particulier quand les démocrates arrivent au pouvoir aux États-Unis, un hiatus avec les Américains. Et ce hiatus, vous allez le retrouver si vous lisez un livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, où Brzezinski, qui est le pape de la diplomatie des démocrates américains, un peu comme Kissinger côté républicain, Brzezinski explique que, lorsqu'il écrit ce livre, il y a l'Union soviétique, que même quand il n'y aura plus l'Union soviétique, ou s'il n'y a plus l'Union soviétique, la Russie restera toujours forcément un adversaire du fait de l'immensité de son territoire, de la concentration des matières premières, des voies de circulation des matières premières, et qu'ils seront toujours obligés de la contenir et de l'acculer vraiment dans les limites de ses frontières le plus possible et de réduire son influence. Bien. C'est curieux parce que, enfin quand même, aujourd'hui, la Chine est plus puissante que la Russie. Elle très clairement. Des velléités d'expansion beaucoup plus grandes et des moyens de cette expansion beaucoup plus grandes. Et le département d'État, les démocrates ne bougent pas sur la Chine. Eh bien, c'est là où vous vous rendez compte que c'est bien le monde de la finance et les multinationales qui ont pris le pouvoir, parce que la Chine, c'est la poule aux œufs d'or des multinationales. La Chine, elle a été lancée industriellement par les multinationales qui ont investi là-bas. Pour toutes ces grandes multinationales, la plupart de leurs usines sont situées en Chine. Et maintenant, la Chine est en train de devenir l'un des principaux marchés de consommateurs qu'ils visent. Et même plus que l'Occident, et ça vient et ça monte en puissance de plus en plus. Donc quand vous voyez effectivement qu'on traite toute la journée Poutine de dictateur, moi je veux bien. C'est sûr que c'est pas l'enfant de cœur. Mais Monsieur Xi qui met des millions de personnes dans des camps de concentration parce qu'ils sont musulmans, qui s'attaquent aux chrétiens, qui s'attaquent à d'autres religions, qui s'attaquent aux opposants, qui les massacrent, qui met en place un système de contrôle généralisé des masses, contrôle social avec de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune vie, ni privée, ni publique, ni rien du tout. On est carrément la propriété de l'État. Carrément, même son image dans la rue et tout ce qu'on fait. Bon, lui n'est pas un dictateur, apparemment. Lui, il n'y a pas de problème. Bon. Et rendez-vous compte, il y a eu l'année dernière un sommet des chefs d'État en visioconférence pour parler du climat, convoqué par M. Biden, dans lequel on a demandé à tous les pays de s'engager sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Alors les États-Unis sont engagés à baisser de 45%, l'Union européenne de 55%, évidemment, nous sommes toujours les champions de toute catégorie. Mais vous savez, la Chine, à quoi elle s'est engagée ? Combien ? Rien. Il a dit qu'il allait faire son mieux. Oui. Voilà, on peut lui faire confiance. Ce fameux département d'État américain, comment vous expliquez qu'il ait conserver ce réflexe anti-russe, alors qu'il y a quelques années, c'était le mal absolu, c'était l'islamisme. Absolument, mais le mal absolu, l'islamisme, vous savez, les Américains ont toujours été plus ou moins à l'origine de beaucoup de mouvements islamistes à travers le monde, à commencer en Afghanistan, quand il y a eu, je dirais, le soutien aux islamistes, et ça remonte à loin, parce que les Anglais avaient déjà lancé des mouvements islamistes en Afghanistan dans les années 30, parce que le roi d'Afghanistan se rapprochait d'Hitler. Bon. Donc, et contrer aussi les Russes sur la passe de Khyber, qui faisait une poussée vers le sud. Exactement. Et Gulbuddin Makhtiar, le chef
des futurs talibans, eh bien, était financé entièrement par les Anglais. Par les Américains. Et regardez, les Russes ont beaucoup plus participé à l'écrasement de Daesh que les Occidentaux, finalement. Je pense que sans Poutine, nous aurions toujours Daesh, c'est sûr et certain. Donc, le mal absolu, c'est beaucoup plus la Russie. Premièrement, pour des problèmes de contrôle des énergies, et deuxièmement, parce que M. Poutine récuse l'ordre mondialiste, promu, entre autres, par le département d'État américain, mais aussi par le monde de la finance et par les multinationales. Et donc, c'est lui l'ennemi à abattre. Clairement, c'est lui l'ennemi à abattre. Alors, quand je dis ça, je ne l'exonère pas de ses responsabilités dans l'offensive en Ukraine. Bon, on voit bien quand même qu'il y a peut-être une surréaction. Mais regardez quand même. Joe Biden est arrivé au pouvoir fin janvier 2021 aux États-Unis. En février, il donne une interview à un grand canal américain, je ne sais plus si c'est ABC ou CNN, où il dit, spontanément comme ça, il n'y avait pas d'actualité reliée à Poutine à l'époque, « Monsieur Poutine est un assassin et nous ne tarderons pas à lui faire payer cher ce qu'il a fait. » Bon. C'est Joe Biden, à peine arrivé, qui dit ça. Observez bien que M. Poutine se tenait beaucoup plus tranquille pendant toutes les années Trump, alors que soi-disant les États-Unis étaient sous l'influence parce qu'il aurait financé la campagne de Trump, il se serait investi. Ben non, pendant que Trump était là, M. Poutine n'a fait aucune intervention nulle part. Depuis que M. Biden est arrivé... Il a été en Syrie quand même. Il a été en Syrie, oui, il soutenait... Mais excusez-moi, l'intervention en Syrie remontait à avant Trump. Elle avait démarré sous Obama. Bien, il a prolongé les choses, et quant à l'intervention en Syrie, vous reconnaîtrez quand même, et je pense que les Occidentaux, sans trop le reconnaître ouvertement, qu'elle a été profitable largement à tout le monde, parce qu'il a fait le sale boulot que les Occidentaux n'étaient plus capables de faire. Donc, sale boulot d'ailleurs, on peut aussi parler de la Turquie et s'interroger sur le rôle de l'OTAN vis-à-vis de la Turquie, qui est en son sein, mais qu'elle tolère, malgré les agressions contre la marine grecque et la marine française. L'occupation de Chypre. L'occupation de Chypre, rendez-vous compte, c'est un pays. Pourquoi l'OTAN est aussi faible avec la Turquie ? Tout simplement parce qu'il y a des missiles américains déployés en Turquie. Et donc, la politique européenne qui commanderait de mettre vraiment une barrière très stricte à la Turquie qui est un pays qui effectivement occupe une partie du territoire européen illégalement à Chypre, la Turquie qui, comme vous le dites, a agressé la marine française à plusieurs reprises, la Turquie qui avait même, à un moment donné, on l'a oublié, mais fin 2019, attaqué dans le nord de la Syrie pour repousser les Kurdes, et qui a été arrêté par M. Poutine, là encore, une fois de plus. Ben, ce pays-là n'est pas notre allié naturel. Ce n'est pas notre allié naturel. Vous voyez ? Parce qu'il émane d'une civilisation qui est autre et qui aujourd'hui même se donne pour objectif, je parle de l'avant-garde de cette civilisation, d'attaquer l'Occident. Monsieur Erdogan, dans plusieurs de ses discours, parle d'islamiser l'Europe. Il le dit très clairement. Oui, c'est le vieux rêve de la sublime porte de reconquérir très clairement. Les Balkans. Puis exactement. Exactement. Il a dit qu'il avait un magistère moral et politique sur le Kosovo, la Bosnie, un certain nombre la Bulgarie, certains territoires de Bulgarie. Il revendique d'ailleurs toujours certains territoires. Il ne reconnaît pas le génocide arménien, mais comment peut-on avoir un tel allié au sein de l'OTAN ? Ben, tout simplement parce que l'OTAN enrôle les pays européens au service de la politique américaine qui n'est pas la nôtre, tout simplement. Après la fin de cette guerre à l'Est, qu'on espère le plus rapide, qu'elle arrive le plus rapidement possible. Comment voyez-vous le nouvel ordre mondial ? Mais tout dépendra de l'issue de cette guerre. Il est bien évident que pour le moment, on n'en connaît pas les tenants et les aboutissants. Et je vous avouerai que moi-même, j'ai parfois un petit peu de mal à voir quels sont les objectifs que poursuit Poutine réellement. Parce qu'il a quand même déjà aujourd'hui occupé une partie de l'Est du pays, de ce fameux Donbass qui était la cause première des rivalités entre les russophones et les ukrainophones. Donc, honnêtement, on a du mal à voir quel va être le prolongement de cette guerre. Le fait est que sur ce qu'on a pu voir déjà depuis quelques mois, il est clair que l'Occident n'a plus du tout la maîtrise du jeu qu'il espérait avoir. Dans un premier livre que j'avais écrit qui s'appelait « Vers la chute de l'Empire occidental », j'avais annoncé que la constitution du groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, allait être, je dirais, une coalition hétéroclite, et même de pays qui ne s'aiment pas, d'ailleurs, mais qui ont un objectif bien précis, c'est se dégager de la tutelle occidentale.
et peser et faire contrepoids à l'Occident pour que l'Occident n'impose plus le fameux ordre mondial qu'elle prétend imposer. Ben, vous le voyez très clairement aujourd'hui. Ah oui. Cette guerre en Ukraine l'a démontré de façon flagrante. De la même manière que le Covid a démontré que nous n'étions plus souverains en matière de nos approvisionnements et de nos industries, ben là, la guerre en Ukraine démontre que nous ne pesons plus parce que les sanctions ont beaucoup moins touché la Russie que ce que les Occidentaux l'espéraient, parce que la Russie n'est pas isolée. Parce que beaucoup de pays continuent à collaborer avec elle. Et quand vous voyez, il y a un mois, le voyage de M. Macron en Afrique, parti faire la leçon dans les pays africains, parce qu'ils suivent encore Poutine, ils travaillent avec lui, etc. Et il se fait rembarrer, excusez-moi le mot, par les chefs d'État africains. Si là, on ne voit pas que l'Occident, et la France entre autres, a vraiment perdu la main sur des pays dont elle pensait qu'ils étaient à sa portée et qu'elle maîtrisait, ben, c'est flagrant. Et vous dites que les nouveaux maîtres de ce nouvel ordre mondial, ça sera le Parti communiste chinois, les GAFA, les fonds de pension américains, Vanguard, BlackRock, les banques. Oui, il y a à mon avis... Comment ça va s'imbriquer? Comment ces puissances vont-elles... Alors là, moi je vais vous dire, je pense qu'il y a l'idée, on tend vers l'émergence d'une forme de gouvernance mondiale. On arrive toujours vers l'opposition marxisme-capitalisme. Qui est promue, oui, mais là, il n'y a pas vraiment une opposition, vous voyez, c'est ça qui est assez curieux. Oui. C'est ça qui est assez curieux. Quand vous parlez de capitalisme, aujourd'hui, on n'est plus dans le capitalisme des années 50, 60 ou avant. Capitalisme de connivence. Là, on est dans une espèce de capitalisme. Moi, j'appelle ça, en fait, l'émergence d'un néo-communisme qu'on ne voit pas comme tel, parce qu'il n'est plus piloté par les États comme à l'époque bolchevique, mais piloté par le monde de la finance qui capte de plus en plus vers elle toutes les richesses. Et en fait, il y a une captation des richesses et du patrimoine et de la production entre les mains des GAFA, avec la collusion d'un pays comme la Chine, et ces deux-là, en fait, s'entendent, et sont en train de mettre en place un système de contrôle des masses qui sont de plus en plus désœuvrés, de plus en plus appauvris, de plus en plus de difficultés à vivre dans le monde entier, et donc, toute cette masse de gens qui ont intérêt à la mondialisation, au mondialisme, ont une forme de collusion dans ce contrôle des masses, via le numérique, via la reconnaissance faciale, et tout ça peut tendre vers, je dirais, une ébauche d'un gouvernement mondial sur lequel il y aura forcément des rivalités de pouvoir. Et puis, vous voyez, une fois qu'ils auront abaissé l'Occident, abaissé l'Europe, vaincu l'Europe, ils pourront éventuellement compter leurs différends. Ben bien sûr, ils vont pouvoir compter leurs différents. Mais quelle serait la place de la Chine? Moi, j'imagine mal les Chinois céder une partie de leur souveraineté à une puissance supranationale qui serait un gouvernement mondial. Mais non. Mais Pierre, les Chinois n'ont jamais cédé leur souveraineté. C'est-à-dire que depuis 30 ans, le mondialisme, c'est les Occidentaux, et en particulier les Européens, qui cèdent leur souveraineté. Les Chinois ne la cèdent pas. Si, encore une fois, les Chinois sont tolérés dans ce système, c'est parce que ce pays est la condition première de l'immense prospérité des profits que tirent les multinationales. Mais les Chinois, leur souveraineté, ne l'ont jamais laissée. Vous savez que les grandes entreprises qui sont installées en Chine étrangères doivent laisser leurs profits sur place. Elles ne peuvent pas les rapatrier. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les implantations de nouvelles usines se négocient contre des transferts de technologie et des choses comme ça. Donc il y a une collusion avec chacun de part et d'autre qui défend je dirais, son précaré, son territoire et ses intérêts. Mais la Chine, des abandons de souveraineté, elle n'en fait pas. Et quand elle dit qu'elle refuse de céder sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'elle montre qu'elle, sa souveraineté, elle ne la cède pas. Et alors, ce contrôle technologique des masses que vous évoquez, comment est-ce qu'il va se mettre en place? On voit que c'est aujourd'hui la Chine qui tient la première place avec ces reconnaissances faciales qu'on peut... l'identification dans la rue. Mais vous avez la ville de Bologne, Bologne, en Italie, qui est une ville communiste. Alors j'ai jamais compris pourquoi, parce que bon, c'est pas une vieille tradition, oui. Bon, quand vous baladez dans les rues, vous avez du mal à le croire. Hein. Mais bon, effectivement, c'est communiste. Mais ils sont en train de mettre en place reconnaissance faciale. Il y a une commune belge, une commune de Toscane aussi, qui veulent faire ça. Vous avez aussi d'autres choses plus subtiles. Alors, encore plus subtil que ça. Le forum de Davos, maintenant, fait une espèce de publicité. Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Bon. Et ça a été prolongé par un article dans Forbes où ils expliquent qu'on ne va plus rien avoir, on va tout louer. Vous voyez, on va louer la voiture, on va louer le frigo, on va louer le vélo, on va louer l'appartement, on va tout louer. Bon. Mais est-ce que ça, c'est pas justement l'une des autres phases du contrôle? C'est-à-dire que vous louez. Vous louez à qui? Vous possédez rien. Vous possédez rien, donc votre propriété, c'est fini. Vous louez
aux gens du forum de Davos, à ces entreprises qui, elles, vont tout posséder, qui sont philanthropes. Vous voyez, ils nous enlèvent les ennuis de la propriété, l'entretien des choses. Ils sont très philanthropes, ils récupèrent tout pour eux. Oui, Bien. les aime bien, oui. Et une fois que vous ne rentrez plus dans les schémas qui sont attendus par ces gens-là, mais puisque vous louez tout, il suffit d'appuyer sur un bouton et puis vous n'avez plus rien. Vous vous retrouvez sans rien du jour au lendemain. Donc c'est l'un des autres pans du système de contrôle généralisé qui est évoqué dans Davos, par Davos, où on vous évoque ça d'une façon idyllique, le paradis, vous voyez, et compagnie. Mais non, c'est exactement ça, le néo-communisme qu'on met en place, technologisé. Vous savez qui c'est qui a lancé le mot populiste ? C'est Lénine. Et Lénine désignait les petits propriétaires terriens russes. Il disait c'est ceux-là les réactionnaires. C'est même pas tellement les grands bourgeois et compagnie. Ceux-là, c'est les petits terriens, c'est les réactionnaires, c'est ces populistes-là. Et qui étaient représentés par ce qu'on appelle les socio-révolutionnaires. Exactement. Qui n'étaient pas du tout des marxistes et qui ont été éliminés par Lénine. Éliminés, oui, massacrés par Lénine et puis ensuite par Staline. Donc, si vous voulez, le populisme, c'est la réaction des gens qui veulent garder ou la propriété ou l'espoir de la propriété. Mais c'est ça qu'on veut justement nous enlever aujourd'hui. C'est ça. Sans propriété, nous sommes obligés de passer par les grandes multinationales, les grands GAFA, ces choses-là, pour pouvoir vivre normalement, pour pouvoir vivre décemment. Et c'est par ce système-là qu'on peut vous isoler complètement, vous marginaliser de la société, vous appauvrir, faire de vous du jour au lendemain un clochard, un SDF et quelqu'un qui n'a plus rien, tout simplement parce que vous n'avez pas répondu aux exigences qu'on vous a mis en place, qu'on vous a imposées. Alors dans votre livre, il y a aussi une charge très forte contre l'Union européenne. Et je vais prendre comme exemple le fait que depuis l'existence de l'Union européenne, et surtout depuis Maastricht et depuis l'acte unique, c'est-à-dire les années 86-90, vous le signalez, l'Europe pré-UE crée le Concorde, la fusée Ariane, le TGV, le Minitel, Olivetti, premier microprocesseur, etc. Depuis plus rien. Plus rien. Mais plus rien, c'est que des fiascos ou rien d'ailleurs. Ou rien. Et d'ailleurs, Olivier, vous vous en rappelez peut-être, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de partage culturel entre les pays européens que maintenant, où on est carrément écrasé par le rouleau compresseur américain, les Netflix, les chanteurs américains, le cinéma américain, etc. À l'époque, vous aviez le cinéma italien, le cinéma allemand, qui était beaucoup plus développé que ça. Et il y avait beaucoup plus de partage culturel, et même d'émissions à la télé, en Eurovision, avec des spectacles qui étaient d'autres pays, on partageait beaucoup plus de choses ensemble. Aujourd'hui, on est sous le rouleau compresseur américain. Et ça, c'est le fait que ça démontre bien que l'Europe, en fait, a été créée pour devenir le paillasson et le vassal des États-Unis. Le vassal des États-Unis. Et effectivement, c'est l'acte unique. Donc l'intégration à partir de 1992, qui, à mon avis, a donné un coup d'accélérateur énorme à cette vassalisation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et justement, peut-être pour terminer, Olivier Piersantini, vous ne croyez pas au maintien de cette soumission aux États-Unis, de ce que vous appelez le maintien de l'Occident dans une forme de coma, d'où, selon vous, peut venir le réveil des peuples, l'étincelle? Oui, mais le réveil, vous l'avez. Vous avez l'actualité récente. La Suède, l'Italie. Mais vous savez, ça fait des années quand même qu'on le sent. Alors, moi, je vais vous donner quand même un signe d'espoir. Est-ce que la Suède et l'Italie, c'est vrai, on peut vraiment compter dessus pour avoir un réveil des peuples? Mais excusez-moi, mais alors l'Italie... Ils sont pas trop atlantistes, ils sont pas... Déjà, vous avez un premier point. L'Italie... Elle n'est pas pour l'Italexit, Madame Meloni. Oui. Mais elle n'est pas européiste, ça c'est ce qu'elle vous dit, parce que j'ai vu qu'elle fait des petits vidéoclips diffusés en français et dans d'autres langues pour rassurer. Mais en réalité, elle n'est pas européiste. Là, on vous dit, les médias vous disent qu'elle est européiste parce qu'elle essaye de se donner une image. Parce qu'elle a besoin de se faire élire, vous comprenez ce que je veux dire. Si elle commence à dire aux électeurs que l'Italie va se retrouver en marge, etc. Mais l'Italie, voilà ce qui risque de se passer. C'est l'un des scénarios aussi que je prévois. L'Italie est le pays le plus endetté d'Europe avec 150%. Voilà. Et des taux d'intérêt qui sont supérieurs à la France. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, un point de hausse des taux d'intérêt, 36 milliards au budget français. Je ne l'ai pas calculé pour l'Italie, mais ça va être plus. Ce qui fait que si la hausse des taux d'intérêt se prolonge, l'Italie va se retrouver en faillite. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous croyez qu'ils vont continuer à payer pour l'euro? Pour sauver l'euro? Parce que vous savez, l'Italie est un pays qui est très bien géré, contrairement à ce qu'on croit, qui est en excédent budgétaire primaire, qui est en excédent commercial, mais qui n'a plus de croissance à cause de l'euro. Et donc,
Que va faire l'Italie, a fortiori avec Madame Meloni, qui aura beaucoup moins de scrupules que Monsieur Draghi, qui était là vraiment pour que justement on maintienne de force ce pays dans ce système. Ben, le jour où elle n'est plus capable de payer ou qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de la dette, il suffit qu'elle sorte de l'euro. Et le problème est réglé en quelques semaines. Et ils ont déjà essayé. Ils ont été au bord avec les fameux... mini-bots. Les fameux bons du Trésor. Mais Olivier... Qu'ils ont commencé à monétiser. De l'économiste italien... Bagnaia, oui. Vous savez, j'avais annoncé, lors d'une réunion aux universités d'été du Rassemblement national où j'avais été invité, en septembre 2020, j'avais annoncé que l'Italie allait réclamer des abandons de dettes à la BCE. J'avais dit ça en septembre 2020, vous pouvez le retrouver sur mon Facebook. Et M. Conté, par le biais de son porte-parole, l'a demandé en décembre. Il a demandé à la BCE, le porte-parole de M. Conté... Et pourtant, Conté, c'est quand même le président du Conseil, le Premier ministre italien. C'est le système, enfin c'est un mouvement populiste un peu bancal, mais bon. 5 étoiles. Voilà. Et j'avais expliqué que l'Italie s'était taillé la part de Lyon de l'argent qui devait être alloué lors du plan de relance et que maintenant, ils auraient intérêt à réclamer des coupes dans la dette. Ça, c'était en décembre 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé fin janvier 2021, eh bien, il est démis de ses fonctions par un renversement d'alliance, parce que, vous connaissez bien le Parlement italien, etc., et remplacé par Draghi. Alors moi, j'y ai vu l'intervention de certaines grandes banques ou de certains milieux européisistes pour le dégager, parce qu'il y a eu des retournements d'alliance assez surprenants, parce que Mario Draghi a été placé à la tête de l'Italie par une chambre qui avait donné, je dirais, les populistes en tête. Voilà. Vous voyez. Donc il n'a pas été élu, lui, en tout cas. Ah, pas du tout. Draghi n'est pas du tout. C'est un coup d'État. élu. Écoutez, c'est très clair, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État du monde de la finance. Moi, je sais que l'Italie, un jour ou l'autre, va devoir quitter l'euro. Si l'Italie quitte l'euro, la France ne peut pas y rester. Parce que les produits français qui sont en concurrence directe avec les produits italiens, ils ne se vendront plus du tout. Bien sûr, ils seront trop chers en euros. Ils seront beaucoup trop chers en euros. Et donc, ça va être l'effondrement du système euro qui ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être que Mme Meloni ne parle pas de Frexit ou de sortie de l'euro. C'est parce qu'elle sait très bien que les événements vont y conduire. Paradoxalement, les marchés vont l'aider, en quelque sorte. Bien sûr. En attaquant la dette italienne. Exactement. Ils vont attaquer la dette italienne très certainement. Parce qu'elle est insoutenable, il faut être clair, encore plus insoutenable que la dette française. Et à un moment donné, Madame Meloni, ou je ne sais qui d'autre d'ailleurs, face à l'équation, mais est-ce que je paye mes fonctionnaires ou est-ce que je sors de l'euro ? Voilà, je pense qu'ils vont sortir de l'euro, sachant qu'aujourd'hui, la politique de quantitative easing ne pourra plus être menée, on ne pourra plus soutenir l'Italie, parce que c'est la monnaie de l'autre côté, c'est justement l'euro qui va encore s'affaiblir. Donc ce n'est plus tenable. L'idée d'une union franco-italienne, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, moi, une union franco-italienne, moi dans ce livre, je n'ai pas dit que les pays d'Europe ne doivent pas collaborer. Bien sûr. Et même les pays occidentaux. Mais je parle de collaboration sur justement des projets, des ententes, des réactions aux agressions qui viennent d'ailleurs. Mais c'est justement ce qui ne se fait pas. Quand il y a eu les attentats de Paris en 2015, François Hollande a fait la tournée des chancelleries européennes pour mettre en place une coalition. Tout le monde lui a dit non. Le seul finalement qui a suivi, c'était Poutine à l'époque. C'est rigolo quand même. C'est marrant. Donc en fait, toutes les institutions qu'on a servent à tout sauf à défendre notre civilisation et en particulier les intérêts européens. Donc moi je ne parle pas d'une union franco-italienne parce que la France c'est la France et l'Italie c'est l'Italie. Et que donc ça ne marchera pas une union. Ce qu'il faut c'est qu'on se mette d'accord pour résister à un monde de plus en plus hostile, pour recréer de la puissance et de la richesse et des collaborations économiques sur de nombreux secteurs, ça pourquoi pas. Je suis même pour, mais pas du tout pour qu'on se dilue. Tout ça ne marche pas parce que les Français sont Français, les Italiens italiens. Vous voyez, à un moment donné, on va dire « Ah oui, mais toi tu essaies de m'arnaquer, là, mais toi tu essaies de me prendre ». Ça ne marchera pas. Alors nous allons conclure sur une note d'espoir quand même. Bien sûr. Et j'emprunte à votre livre cette note d'espoir. Le sursaut viendra, dites-vous, fût-ce dans les ultimes heures, fût-ce au prix de sacrifices et de grandes douleurs. Ça rime presque. L'Occident est exceptionnel, dites-vous, il le sait. Il ne saura se fondre dans un modèle étranger qui ne pourra être que régressif et trouvera dans l'énergie du désespoir les forces pour se tirer de ce mauvais pas. Alors, acceptons-en l'augure et remercions notre invité, Olivier Piacentini, La chute finale, l'Occident survivra-t-il, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci Olivier. Merci Olivier, merci Pierre, et merci à tous les auditeurs, au public de TV Liberté, de plus en plus nombreux. C'est ce que je... Ils sont de plus en plus nombreux, et n'oubliez pas, chers téléspectateurs,
le pouce. Voilà. Oui, le Mais pouce c'est le en signe l'air. du réveil, c'est le signe du réveil, hein, vous voyez. Absolument. Voilà. Le pouce. Merci. À très bientôt, chers téléspectateurs.